Bonjour à tous et bienvenue dans Microstory, le podcast qui met en lumière les entrepreneurs. Et aujourd'hui, on a notre premier intervenant. Merci Christopher d'avoir répondu présent pour ce premier podcast. Pour commencer, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Merci à toi pour l'invitation. Donc moi c'est Christopher Piton, trentenaire. Et du coup moi j'accompagne les indépendants et les entreprises à développer leur activité sur LinkedIn. Et du coup notamment grâce à une stratégie de contenu. Donc je coach et j'écris aussi pour les dirigeants. Donc voilà grosso modo ce que je fais. Et également je suis auteur d'un livre publié aux éditions Erol qui s'appelle À la conquête de LinkedIn. C'est génial. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Alors je fais ça depuis 2019, donc d'un peu plus de 5 ans. J'ai commencé par coacher des entrepreneurs et des indépendants. Et petit à petit, après, j'ai écrit pour eux. Bon, alors, ça, on pourrait échanger et discuter un peu plus en profondeur sur le sujet. Et tu fais ça où ? À Nantes, bien entendu. Mais du coup, ça fait donc quelques années que tu fais ça, mais qu'est-ce que tu faisais avant ? Avant, moi, j'étais salarié pour un gros groupe industriel pendant plus de 6 ans. Et j'étais chargé de projet web marketing. Et du coup, j'avais pour mission de développer le trafic sur les sites web du groupe et également de animer les pages entreprises LinkedIn et des autres réseaux sociaux du groupe également. Et l'objectif, c'était de générer énormément de trafic sur les pages sur les pages des sites internet. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert LinkedIn, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre les codes et c'est comme ça qu'après, j'ai eu envie de créer du contenu pour ma propre image de marque personnelle et de fil en aiguille, après, j'ai monté ma boîte et aujourd'hui, j'aide et j'accompagne et j'écris pour des dirigeants. Et du coup, pour arriver là, tu as fait quoi comme étude ? Parce que ça a été un peu le point de départ de tout ça. Profil, on va dire, atypique. Moi, j'ai toujours suivi une filière ultra généraliste parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. On me demandait qu'est-ce que tu voudras faire plus tard. Ma réponse était j'en sais foutrement rien. Donc l'objectif c'était de suivre une filière généraliste jusqu'à un BTS assistant de gestion où je me suis rendu compte après en allant bosser dans une mutuelle qu'au bout de 7 mois je ne pourrais pas du tout faire ça. Que ça m'ennuyait et que j'avais vraiment envie de faire autre chose. Et en fait, en parallèle, je suivais des blogueurs voyageurs qui, eux, avaient un site internet sur lequel ils publiaient des articles de blog, voire ils commençaient à publier des vidéos, parce que YouTube commençait à prendre un peu essor. C'est vrai, je ne suis pas tout jeune. Et du coup, ça m'a hyper intéressé. Je me suis dit, mais comment ils font en fait pour créer des sites internet ? Comment ils font pour animer ça ? Je fais, ça serait super cool que moi, je m'exerce et que j'apprenne un petit peu les rouages de ce métier-là. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ça pourrait être intéressant peut-être de voir s'il y a des possibilités de formation à l'époque. Donc, on est en 2012. Et du coup, j'ai été toqué à toutes les portes. Et il y a une boîte qui a accepté de m'embaucher temporairement, donc une agence web, pour me former au métier de référenceur, donc c'est-à-dire pour bien positionner les pages de sites internet sur Google. Et ensuite, j'ai foncé dans une alternance, donc la première alternance qui était à l'ESG à Rennes. Et du coup, j'ai été formé là-bas. Et juste après être formé, j'ai donné les premiers cours à des masters. Et c'était les premiers cours tests avant de créer l'école Digital Campus. D'accord, ah oui, donc tu connais finalement Ouais, déjà, tu connais déjà un peu l'école. C'est ça. Et donc tu as été formé donc, directement par l'entreprise, donc tu as eu l'entreprise avant de connaître ta formation ? C'est-à-dire qu'en fait, pour l'école, avant d'être diplômé, le directeur m'avait dit on voit comment tu es motivé, on voit que tu es bien ancré dans le milieu web et surtout on voit que tu as des compétences dans le référencement et nous, ça nous intéresserait vraiment que tu puisses partager ton expérience, que tu puisses partager tes connaissances, ton expertise, même si ça faisait un an et demi vraiment que je gravitais dans cet écosystème-là. Mais du coup, ça me permettait d'apporter les rouages et le bon verbatim et les bons codes en fait, aux anciens camarades de classe qui, du coup, ont suivi mes cours. D'accord. Et sur la partie, ce que tu disais, tu es arrivé à l'entreprise avec déjà des connaissances en référencement. Ouais. Tout ce travail-là, tu l'avais fait en amont, tu t'es formé tout seul en fait en autodidacte ou tu as suivi déjà des formations hors entreprise ? Non, vraiment tout en autodidacte. Hormis la partie référencement où j'avais ça en alternance et puis certains cours de e-visibilité qu'on avait ça à l'époque en cours. Sinon, tout le reste, j'ai appris sur le tas par des test and learn. Je lisais quelque chose, j'appliquais, ça marchait,
je le gardais et je l'améliorais, ça ne marchait pas, je le jetais. Et du coup, petit à petit, comme ça, en fait, j'ai réussi à monter en compétences. Et surtout, j'ai monté en compétences en écriture. Parce que c'est vraiment là où, lorsque j'étais embauché dans le groupe industriel en tant que chargé de projet web, c'est vraiment une création de poste. J'avais pour objectif de développer le chiffre d'affaires via notamment une stratégie d'inbound marketing et donc de création de contenu. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre et à me former et à me payer personnellement des formations. Donc à l'époque, quand tu lâchais 2000 euros de formation alors que tu viens d'être embauché, c'est quand même un budget. Mais j'avais vraiment envie de progresser et pas attendre que l'entreprise me finance des formations. Et du coup, moi, ça me permettait de choisir des formations qui n'étaient pas incluses dans des sortes de CPF ou ce genre de choses-là. Et du coup, ça m'a permis de me former, d'appliquer et d'après de tester en réel sur les pages d'entreprise du groupe et de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, avant moi de tester sur mon propre profil. D'accord. Et est-ce que déjà à cette époque-là, tu avais comme ambition d'un jour lancer ton entreprise ou tu n'y pensais pas du tout à ce moment-là? À ce moment-là, j'y pensais pas du tout. En fait, le cheminement s'est fait progressivement. J'avais toujours cette envie d'être un peu plus solitaire dans une aventure. Et le fait d'être en fait entouré avec des collègues, j'appréciais ça au début. Au bout d'un moment, ça commençait à être lourd, pesant. Surtout que moi, en fait, mon bureau était là, la machine à café était là. Et les gens, en fait, quand ils prenaient un café, ils pensaient que moi, étant à l'accueil, que j'étais le mec cool qu'on pouvait venir taper la discute à chaque fois. Donc, distraction non-stop. Donc ça veut dire que tu te reconcentres, ça prend 20 minutes, boum, il y a quelqu'un qui vient taper. Alors, t'as fait quoi ce week-end? Du coup, je fais, c'est super cool, mais j'ai d'autres prios, gars. Mais bon, après, c'est difficile de trouver un peu l'équilibre. Mais en gros, il y a eu pas mal de petites choses comme ça qui ont fait que ça s'est immiscé. Et petit à petit, suite à quelques conflits en interne, à quelques débats houleux sur la manière dont moi je voyais les choses sur la création de contenu, sachant que je bossais dans une entreprise où les codes malheureusement étaient un peu empiriques et où les pratiques, on va dire, commerciales et les pratiques de vision de e-business étaient empiriques. Du coup, au bout d'un moment, il y avait un désalignement des valeurs, un désalignement entre les visions. Et j'ai commencé en fait à créer du contenu pour moi avec un challenge de créer un contenu par jour pendant 90 jours pour voir ce que ça allait donner. Et après, j'ai poursuivi ça pendant un an. Et au bout d'un an, je commençais à avoir une belle visibilité, notamment sur LinkedIn. Les gens commençaient à me demander si je ne pouvais pas les former, si j'avais pas une prestation, une formation ou un accompagnement. Et je faisais, non, je faisais juste ça en parallèle pour monter en compétences et puis pour aussi en faire profiter la boîte pour laquelle je bossais. Et au moment où j'ai reçu plein de demandes, je me suis dit, ce serait cool d'avoir cette activité d'une entreprise en parallèle du salariat et de voir où ça peut amener, sans réelle ambition et sans réelle envie à ce moment-là de me lancer full indépendant. C'est vraiment une fois que j'ai écrit le livre que là, j'étais vraiment dans cette transition entre un pied dans le salariat, un pied dans l'entrepreneuriat. Et au moment où le livre est sorti, là, je me suis dit, c'est bon, c'est le moment, il faut que j'arrive à évacuer les peurs et à me lancer. Donc du coup, l'élément déclencheur, ça a été vraiment, vraiment ton livre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, de quoi il parle, quel a été aussi ton processus d'écriture, etc. Raconte-nous un peu cette expérience-là. Ouais, le projet d'écriture du livre a commencé début 2020, au début du Covid. Et du coup, c'était un petit peu l'événement charnière où j'avais lancé mon petite micro-entreprise, commencé à avoir mes premiers clients en coaching. Et du coup, je me suis dit, ça y est, c'est bon, l'activité commence à se lancer. D'ici quelques mois, je vais pouvoir démissionner et me lancer à mon compte. Sauf que en parallèle, je reçois en fait une proposition d'un entrepreneur qui est déjà en train d'écrire un livre. Il s'appelle Stanislas Ledoux de Marketing Mania. Il a écrit un livre qui s'appelle Votre ambiance dans un sac à dos. Et l'idée, c'était que l'éditeur de livres avait pour projet de compléter sa collection d'ouvrages sur les réseaux sociaux. Donc il avait déjà sur YouTube, sur Facebook, etc. Et l'objectif, c'était de compléter sa collection avec un livre sur LinkedIn. Du coup, il recherchait des auteurs qui étaient prêts aussi à passer du temps sur l'écriture d'un livre, parce que l'écriture d'un livre, c'est entre 6 mois et 1 an. Moins, je vois difficilement, hormis faire avec ChatGPT et puis on n'aura pas forcément les mêmes résultats. Mais en gros, l'idée, voilà, c'était ça. Et on m'a dit, voilà, est-ce que toi, tu serais hyper intéressé pour écrire un livre sur LinkedIn? Si tu es OK, je te mets en relation avec la maison d'édition Erol. Je fais, vas-y, feu, on y va. Sans réelle
connaissance du temps que ça allait me prendre. Et je me suis dit, bon, bah, si lui, il a écrit un livre en 2 mois, grosso modo le premier jet de livre, bah, je peux faire à peu près pareil, quoi, ça va aller. Grosse blague. Et du coup, bah, je me lance dans ce projet-là. Mon projet de livre, il a été accepté et l'écriture du livre a démarré. Donc pendant près de 3 4 mois, j'écris le livre seul en mode ermite, sans réel recul sur mon livre, sans savoir si ça va réellement plaire, sans savoir si lui va réussir à se vendre. Est-ce que j'ai le bon angle d'écriture? Est-ce que je réponds aux grosses problématiques des futurs lecteurs, etc., etc. Bon, plein de questions en suspens. Et là, je me dis, tiens, ça serait intéressant, parce qu'il y avait un autre auteur aussi, Alexis Michela, qui a écrit lui un livre, Freelance l'aventure dont vous êtes le héros, où justement, lui, il avait créé une communauté de bêta-lecteurs. Et l'idée, c'était, OK, on crée un petit comité, à intervalle de temps, par exemple, une fois tous les 15 jours ou toutes les semaines, je vous ouvre en fait une partie du chapitre que je viens d'écrire. On échange dessus, vous me posez des questions, vous les questionnez, vous me dites si ça vous plaît, s'il y a des éléments que vous ne comprenez pas, et ça permettra d'enrichir le livre et d'avoir vraiment un livre qui plaît avant même qu'il sorte sur le marché. Et du coup, ça peut être hyper intéressant. Donc du coup, moi, j'ai pas eu la réflexion de le faire au début de cette aventure d'écriture. Bah, c'est arrivé que 3 4 mois plus tard. Et du coup, j'ai été accompagné surtout sur la relecture, réécriture, qui finalement, je pensais que ça allait prendre qu'un mois, et ça m'a pris encore plus de temps que l'écriture, parce qu'il a fallu que je réécrive 3 4 fois les 2 premiers chapitres, parce que si tu te plantes sur les 2 premiers chapitres, bah, c'est quasiment 80-90% des lecteurs qui se disent bah, ce livre est nul à chier, je ne vais pas terminer de le lire. Et du coup, bah, en fait, grâce à ces bêta-lecteurs, ça m'a permis de créer un bouquin qui vraiment répond à de vraies problématiques, qui, à mon sens, plaît. Et aujourd'hui, bah, 3 ans plus tard, le livre continue à bien se vendre et il y a des bons retours, donc c'est plutôt cool. C'est génial parce qu'on ne se rend pas compte en fait tout ce qu'il y a derrière l'écriture d'un livre. Et toi justement en tant qu'entrepreneur, donc qui a une activité à côté, est-ce que justement la parution de ce livre t'a permis de gagner en visibilité et potentiellement donc gagner des clients? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant aussi quand tu te vends auprès de tes clients? Ouais, c'est une bonne question. En fait, le livre, ça permet de tout de suite te poser sur un statut d'autorité sur ton marché. C'est-à-dire que même si tu as, par exemple, je sais pas, 50 000 abonnés sur LinkedIn ou sur n'importe quels réseaux sociaux, le fait que toi tu arrives et que tu as écrit un bouquin sur le milieu, ça te confère un statut d'autorité. Alors peut-être c'est de moins en moins vrai, mais en tout cas, à l'époque où je l'ai publié, c'était le cas. Et du coup, les personnes qui ne me connaissent pas du tout sur LinkedIn, en fait, vont me découvrir dans des librairies. Et ça peut être des dirigeants ou des personnes qui sont déjà très intéressées par la lecture d'un ouvrage et qui ne sont pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux. Parce que si parfois ils achètent un bouquin sur un réseau social, c'est qu'ils n'ont pas de compte ou ils ont un compte, ils ont envie vraiment de progresser. Et ces personnes-là, en fait, généralement, quand elles lisent le livre, elles me contactent si elles sont intéressées pour être accompagnées. Et dans 90% des cas, la personne a signé. Parce qu'elle est déjà convaincue, elle s'est déjà immergée, elle a déjà passé des heures avec moi à travers mes écrits. Et du coup, elle appréciait mon style, elle appréciait ma vision, elle appréciait les conseils que j'ai prodigués. Et du coup, bah, quand je fais un rendez-vous prospect, grosso modo, la personne avait juste savoir comment ça se passe son accompagnement et où est-ce que je signe. Et du coup, bah, c'est ça qui est hyper intéressant. Donc ça confère un statut d'autorité. Ça permet aussi d'apporter beaucoup plus de confiance parce que j'étais encore salarié et du coup, le fait d'avoir sorti le livre, de voir qu'il y a eu des bons retours, de voir que ça plaît, ça m'a donné confiance pour me lancer en full indépendant. Et 2 mois après que le livre est sorti, j'ai démissionné. Et du coup, forcément, je l'ai préparé. Je n'ai pas fait une démission comme ça du jour au lendemain. J'avais mis en place ce que j'appelle un matelas de tranquillité. Donc l'idée, c'était d'avoir au moins 10 000 euros de côté pour être sûr que je puisse payer mes factures sur un an si jamais mon activité ne fonctionne pas. Et surtout, j'avais commencé déjà à placer des rendez-vous post-démission. Donc comme j'avais un préavis de 2 mois, je commençais à caler des premières sessions de coaching dès le mois d'avril. Donc j'ai démissionné en février et en avril, du coup, j'avais mes premiers clients et mon agenda est déjà complet sur avril et mai. Donc en gros, je savais que pendant 2 mois, je rentrais de l'argent et j'avais le même niveau quasiment de salaire que précédemment. Donc ça me rassurait. Et puis après, je me suis dit, si ça ne fonctionne pas, c'est quoi le pire scénario? Et je retrouve un job. Et comme j'ai écrit un livre, comme j'ai commencé à avoir une belle visibilité, je trouverai sans problème normalement du travail dans le milieu du marketing ou de la communication. Donc en gros, à chaque fois, dès que je lance un projet, dès que je prends un risque dans quelque chose, je me dis c'est quoi le pire scénario? Si grosso modo on a pris des risques et que les risques sont mesurés et qu'on ne met pas en péril nos économies et notre vie personnelle, parce qu'on peut impliquer sa vie personnelle,
c'est ok, let's go, on fonce. Et justement, tu parles de vie personnelle. Ton entourage, comment il a réagi quand tu leur as annoncé que voilà, tu quittais ton CDI et que tu voulais lancer donc, ton entreprise et puis finalement, tu as fait les choses en faisant en sorte de, comme tu disais, tu avais un matelas assez sécuritaire finalement. Mais est-ce qu'il y a eu de l'appréhension? Enfin, voilà, comment est-ce que tes proches ont réagi? Alors l'avantage, c'est que j'ai une compagne qui me suit et me soutient dans tous mes projets. Et du coup, ça, c'était une grande aide. Donc déjà au quotidien, quand tu as une personne qui te dit, OK, tu vas écrire ton livre, tu vas pas être présent pour nous parce que forcément, tu en fais un projet prioritaire parce que ça te prend tout ton temps. Comme quand tu es salarié et qu'en plus, tu as une activité de coaching en parallèle et tu écris un bouquin, tu passes tes soirées et des week-ends. Donc tes amis, tu les vois très peu. Et dans un cas de figure, le Covid m'a permis en gros de ne pas avoir à donner d'excuses pour avoir cet isolement social. Parce que forcément, on était déjà tous isolés, donc ça facilitait les choses. Mais du coup, j'ai eu le soutien de ma compagne, j'ai eu aussi le soutien de mes proches. Mais forcément, il y a toujours des personnes qui vont projeter leurs propres peurs, leurs propres insécurités. Et si ça ne marche pas, tu vas faire comment dans 3 mois si jamais l'activité ne prend pas? En plus, on est en plein Covid, tu as un loyer à payer, tu as un crédit de maison qui va arriver, tu n'as pas peur pour ton avenir, le temps que tu vas passer. Est-ce que ta compagne ne va pas te dire c'est bon, stop, arrête tes conneries et puis reprendre l'activité salariée, c'est beaucoup plus confort et tu es sûr que chaque mois il y a tant de revenus qui tombent. Mais moi, continuer de salarié, ça me faisait plus vibrer. Alors, je dis pas qu'il faut impérativement se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que les activités de salarié, c'est génial. S'il n'y a pas de salarié, il n'y a pas d'activité. Tu vas faire tes courses, s'il n'y a personne à la caisse, c'est compliqué. Ou tu vas au garage, s'il n'y a personne pour réparer ta voiture, mais il faut bien des mécanos. Donc en gros, voilà, moi je ne crache pas sur le salariat, c'est juste que, voilà, en fonction de nos visions, en fonction de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a envie de faire, en gros, il ne faut pas bloquer les personnes à vouloir se lancer dans une activité salariée ou de se lancer dans une activité d'entrepreneuriat. Les deux se valent, ça dépend de nos ambitions, de nos envies et de notre style de vie en fait. Mais du coup, toi, t'encourages, si quelqu'un a dans un coin de sa tête la volonté d'entreprendre, t'encourages quand même à sauter le pas et à se lancer finalement malgré le risque ou pas? Moi, ce que je recommanderais, c'est se lancer, oui, mais de le préparer bien en amont. C'est-à-dire, je vois beaucoup de conseils sur l'entrepreneuriat. Vas-y, lancez-vous, vous n'avez rien à perdre. Lancez-vous si tu lances dans une activité sans avoir construit ton offre, sans savoir à qui tu t'adresses, sans connaître bien ton positionnement. Finalement, c'est comme si tu te dis, vas-y, cours devant, il y a un fossé et tu verras si c'est haut ou pas quand tu vas tomber, quoi. Donc, l'atterrissage peut faire un petit peu mal, quoi. Donc, en gros, l'idée, c'est de se lancer, oui, mais bien préparer les choses. Donc, avoir un matelas de tranquillité, donc une sécurité financière. Commencer, pourquoi pas, si on est salarié, à monter une activité en parallèle pour tester l'idée sur le marché, voir s'il y a des premières demandes. Et à ce moment-là, si ça commence à prendre, si on commence à avoir un certain niveau de revenu, là, pourquoi pas envisager de démissionner parce qu'on aura déjà anticipé d'éventuels risques, d'éventuels imprévus qui, de toute manière, arriveront à un moment donné dans une activité et une aventure entrepreneuriale. Donc, oui, mais préparer les choses en amont. D'accord. Je reviens sur tes proches. Maintenant que ça fait quelques années que tu as lancé ton activité, comment ça se passe quand on est entrepreneur, le rapport entre la vie pro et la vie perso, comment ça se passe par rapport à ta famille? Est-ce que des fois ça empiète? Est-ce que tu arrives à vraiment bien faire les choses? Enfin, voilà. Comment est-ce que tu gères? Au début, quand je me suis lancé, j'avais forcément toujours cette peur de est-ce que je vais réussir à payer mes factures dans 3, 4, 5 mois? Parce qu'en fait, j'avais une visibilité à 2 mois généralement, mais pas une visibilité beaucoup plus loin parce que les prestations que je vendais étaient sur du court terme. Donc des offres qui étaient sur 1 mois, voire sur 3 mois, mais qui ne me permettaient pas forcément de pouvoir en vivre à la fin, de payer toutes mes factures à la fin du mois. Sachant que pour donner un exemple concret, les coachings que je vendais à l'époque, le premier coaching que j'ai vendu sur 3 mois, c'était 150 €. Donc c'est rien et j'ai totalement à côté de la plaque en termes de tarifs. Mais c'est pour ça qu'en gros, tu es en pleine réflexion de il faut que je fasse du volume.
Donc il faut que je rentre beaucoup plus de clients pour réussir à me dégager ne serait-ce qu'un SMIC. Parce que les gens confondent le chiffre d'affaires et les revenus. Le chiffre d'affaires, quand quelqu'un dit bah ouais, moi je gagne 10 000 euros par mois, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux en ce moment, non, tu ne gagnes pas 10 000 euros par mois, tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, il y a combien qui rentrent réellement dans ta poche? Et du coup, ça, les gens n'en parlent pas. Et surtout, les gens qui disent ça, c'est en TTC, c'est même pas en hors taxe. Donc la réalité, elle est 2 fois moins, voire 3 fois moins. Donc en gros, c'est vraiment ça, c'est de bosser pour générer voilà, au moins un niveau de revenu similaire par rapport aux salariés. Et c'est ça, enfin justement, donc tu parles de la partie financière, bon, sans te demander combien tu gagnes, mais du coup, financièrement, comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que bah, la finance, c'est un métier qui est encore différent de l'activité que tu veux exercer. Quand on débute, comment ça se passe? Est-ce que tu avais déjà des notions? Enfin, quelles ont été tes démarches en fait pour savoir comment tu allais retomber sur tes pieds? Bah, en fait, moi je suis parti un petit peu, pas à l'arrache, mais comme je savais que j'avais un matelas de tranquillité, je me suis dit, voilà, j'ai 10 000 euros de côté, et grosso modo, j'ai 1 000 euros chaque mois sécurisés. Je savais que ces 1 000 euros-là me permettaient de payer toutes mes factures, de pouvoir manger, mais de ne pas vivre du tout à côté. Donc c'était en gros vraiment de la survie, on va dire ça, de la survie. Et en gros, il me fallait juste que je générais en plus par mois 500 à 1 000 euros de revenus nets. Donc en gros, on va dire, allez, pour faire simple, 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour après vraiment potentiellement bien en vivre et après un peu plus pour pouvoir me détacher de ce matelas de sécurité et vraiment vivre une activité. Donc il y a vraiment cet aspect-là à prendre en compte. Voilà. Et du coup, je rebondis là-dessus. C'est quoi qui a été vraiment ton ou tes plus gros défis en fait dans cette aventure jusqu'à présent parce que bon, du coup, financièrement, t'as fait les choses bien. Mais voilà, est-ce que tu as eu des difficultés? Enfin voilà, quels ont été tes plus gros défis? L'un des plus gros défis, c'était pendant l'écriture du livre. Parce que comme je disais, en fait, c'était vraiment une période tampon où j'étais salarié et j'hésitais à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est le moment où mon activité de coaching et l'activité que j'avais lancée en parallèle est en train de vraiment bien monter. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je stoppe cette activité de coaching en attendant pour me lancer à fond et être ultra focus sur l'écriture de ce livre-là? Ou est-ce que du coup, je refuse d'écrire ce livre-là et je continue à développer mon activité de coaching? La meilleure stratégie, ça aurait été de continuer à développer l'activité de coaching et de refuser temporairement l'écriture du livre pour justement accepter d'écrire le livre beaucoup plus tard. Mais après, je me suis dit, est-ce que cette opportunité va se représenter? Est-ce qu'il y aura peut-être une autre personne qui aura écrit sur cette thématique-là? Et du coup, moi, ça sera déjà trop tard. Donc, comme j'étais salarié et que du coup, l'activité coaching commençait tout juste à démarrer, je me suis dit, bon, ok, je mets l'activité coaching en stand-by. Je me lance à fond dans l'écriture de ce livre-là. De toute façon, j'ai mon salaire qui rentre. C'est juste qu'en termes de temps, ça veut dire activité salariée, 8h, 18h. Et après, de chez moi, on va dire de 19h30 jusqu'à minuit, 1h du matin sur l'écriture du livre, plus tous les week-ends. Donc en gros, ça faisait des semaines bien denses, entre 70 et 80 heures semaine. Donc ouais, je voyais limite pas le jour, quoi. Donc c'est assez intense. Et du coup, en parallèle, vu que moi j'aime bien faire encore plus de choses, et que c'était pas une bonne idée, j'étais en train de construire une maison, donc il y a toutes les démarches administratives pour les travaux de la maison, etc. Et parce que on adore les challenges, on est dans un projet d'avoir un enfant. Donc je me suis dit, mais gars, tu pouvais pas faire juste les choses une seule, étape par étape, une seule chose à la fois. Non, il a fallu faire tout en même temps. Donc j'y suis arrivé. Mais si c'était à refaire, je ferais ça différemment. Mais ouais, c'était vraiment ça qui était le plus difficile. Ouais. Et au final, tu regrettes pas aujourd'hui parce que non. Finalement, ça a quand même plutôt bien marché pour toi. Ouais. Du coup, pour conclure, j'ai cru comprendre que tu avais des petits soucis parfois avec le direct. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ton expérience avec le direct? Ouais, en fait, il y a maintenant 2-3 ans, j'étais en fait en plein live sur LinkedIn et la personne qui m'a interviewé commençait à me poser ses premières questions et d'un coup, de mon côté, boum, plus de connexion, ça reste figé quelques instants
Et là, je commence à gueuler. Mais c'est pas possible, il faut toujours que ça arrive à moi. Et ça me fait chier cette connexion de merde. Et du coup, je suis en train vraiment de péter un câble. Je suis en train de me lever, je suis en train de débrancher des trucs. Je ne sais même pas ce que je suis en train de faire. Et là, je me rends compte que la connexion, en fait, elle était juste figée pendant peut-être, je sais pas, une seconde. Et là, j'entends tout doucement, t'inquiète pas, on est là, hein. Et du coup, il y avait plus de 300 personnes qui étaient en live, qui m'ont vu péter un câble. Et voilà, ça fait partie du direct. Et ça, c'était pas enregistré, heureusement. Mais bon, après, C'est de toute bien façon, dommage pour nous, mais c'est bien dommage pour vous. Il y aura moins d'anecdotes croustillantes visuelles, mais ça reste de bons souvenirs quand même. Maintenant, ce que je te propose, c'est de passer le relais à Ronan. On a prévu un petit jeu pour toi. Salut Christopher, Salut, comment vas-tu? ça va et toi? Très bien. Je suis content de t'avoir aujourd'hui puisque donc, comme te l'a dit Emma, nous on va essayer de faire des petits jeux avec nos invités. Ok. Alors vu que toi tu es spécialiste LinkedIn, l'idée c'est de te montrer des profils Ok. et tu nous dises un peu ce que tu en penses, donc ce que tu verrais améliorer, ce que tu verrais peut-être qui est bien déjà, parce qu'on dit souvent ce qui ne va pas, mais peut-être dire ce qui est bien aussi. Donc je te présente le premier, alors pour des raisons évidemment de confidentialité, on ne dira pas les noms de famille, on peut dire les prénoms. Ok. Et puis voilà, je te laisse te balader un petit peu. Alors ça, c'est le premier profil. C'est que tu me donnes ton avis sur Victor. Ok. Alors, Victor, eh ben, on va partir exactement sur le même retour. La bannière, la bannière de ce que je vois, c'est plutôt une sorte de peinture. Donc, on pourrait imaginer que c'est une personne qui a un esprit créatif et se dire que la personne peut-être gravite dans le milieu de l'art. Ok. Donc ça, c'est la première impression que j'aurais juste en regardant la bannière. Mais comme il n'y a pas de texte, bah, ça ne me donne pas plus d'éléments. À la rigueur, si c'est vraiment ça qu'il veut renvoyer comme image, bah, ce serait bien qu'il rajoute un texte supplémentaire pour expliquer bah, grosso modo ce qu'il fait et pourquoi moi, lorsque je visite ce profil-là, j'aurais envie de me connecter à lui, qu'est-ce qu'il peut m'apporter comme valeur à travers son profil. Ou est-ce que si je suis un recruteur, est-ce que j'ai envie de recruter un profil tel que le sien, mais je n'ai pas d'éléments qui me disent, ok, je vais plutôt choisir lui qu'un candidat. Et est-ce que du coup, je vois par rapport à la bannière, tu dis que c'est un esprit créatif. Est-ce que ça veut dire que on peut essayer de renvoyer comment dire, un peu une vision de sa personnalité, ou est-ce que c'est plutôt par rapport à son métier, à son activité qu'il vaut mieux choisir sa bannière? Alors, en fait, c'est les deux qui vont être corrélés. C'est-à-dire que il y a déjà ta propre vision, tes propres valeurs et ta propre sensibilité que tu vas véhiculer à travers ton profil. Donc, si tu es quelqu'un de créatif, tu vas nécessairement peut-être sortir des codes. C'est-à-dire que moi, je vais donner des premiers conseils sur comment faire une bonne photo, une bonne bannière. Donc ça va être des codes. L'objectif, ça va être de jouer et voire de sortir des codes, si vraiment on est créatif. Si on n'est pas créatif, ça ne sert à rien d'essayer de faire un titre du style, je suis pas, moi je suis un forgeur de texte. Forgeur de texte, mais tu dis, mais mec, ok, t'es créatif, mais là en l'occurrence, tu me fais surtout peur, je ne veux pas t'embaucher. Oui, d'accord. Donc, ouais, en gros, c'est vraiment trouver le bon équilibre. Okay. Là, typiquement, eh ben, ça se revoit sur sa photo de profil. Sa photo de profil, il ne me regarde pas directement dans les yeux. Il a une chemise, on voit que le col est un peu ouvert, donc il est vraiment dans une posture décontractée, limite posture un petit peu prise par un photographe, avec une belle luminosité, donc la photo elle est très bonne, mais il ne me regarde pas. Donc moi le premier conseil que je donne généralement aux gens, c'est de regarder la personne qui visite le profil. Ça c'est les codes. Okay. Et si c'est un créatif, le fait de sortir de ce code-là va l'aider aussi à se démarquer personnellement. Et c'est ça qui va aussi l'aider à créer une image de marque qui va être vraiment différenciante. Okay. Déjà pour le profil. Après, le profil ne fait pas tout. On peut avoir une belle photo, avoir un style créatif, si derrière les contenus sont pourris. Oui. Bon, voilà. Ça peut se desservir. Ça aidera pas, quoi. Ça contribuera pas à grand-chose. D'accord. Digital Campus Nantes. Donc en gros, clairement, il a juste mis le nom de l'école ou de la formation. On ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait, Victor. Est-ce que c'est le directeur de l'école? Oui. Ou est-ce que c'est un étudiant? Est-ce que c'est un étudiant? Okay. Voilà, on n'a pas plus d'éléments là-dessus. On ne sait pas ce qu'il fait. Si on regarde la rubrique info, en 3 lignes, on voit que, voilà, grosso modo, il explique son parcours. Mais dans son parcours, c'est pareil. On n'a pas d'éléments beaucoup plus personnels. Okay. Pourquoi il a suivi cette formation-là? Est-ce qu'il y a un réel intérêt? Quelle est sa vision? À quoi va lui servir cette formation-là pour l'avenir? Est-ce qu'il a un plan qui est tracé, etc. Même si jamais il sait vers où il va, ça peut être intéressant parce que si, admettons, il souhaite être embauché par quelqu'un,
et bah, ce recruteur-là saura si c'est un bon profil, Ok. parce qu'il a une vision qui est déjà claire. D'accord. Sur la rubrique expérience, là c'est beaucoup mieux que le précédent profil, parce que là c'est déjà plus détaillé. Donc on voit sur la dernière expérience, comme team manager, eh ben, c'est plus clair. En fait, c'est vraiment plutôt sa dernière expérience qu'il devrait mettre en avant sur son profil et sur son titre. Ok. Donc, au lieu de mettre community manager, comme le feraient tous les autres profils, ça serait plutôt, je ne sais pas moi, je gère les profils des PME sur LinkedIn, ou je gère les profils de PME sur les réseaux sociaux. Ok, d'accord. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus clair. On sait ce que la personne fait. Et là, Oui. on peut s'aider du fameux j'ai de qui à faire quoi, comment. Ok, d'accord. Oui, parce que community manager, effectivement, le terme Ouais. peut vouloir dire effectivement beaucoup de choses. C'est ça. Ok. Donc après, on voit les différentes missions. Donc en gros, c'est-à-dire là, il reprend les codes de ce qu'on pourrait faire sur un CV. Sauf que LinkedIn, ce n'est plus une CV Tech. Ah. Pour moi, ce n'est pas une CV Tech. Pour moi, un profil LinkedIn, c'est une page de vente. D'accord. Ok. Si tu construis ton profil LinkedIn comme une page de vente, et bah, que tu sois commercial ou non, bah, tu vas soit séduire un prospect, Mhm. lui donner envie de te contacter, soit séduire un recruteur et lui donner envie de te contacter. Donc, une page de vente, oui, mais en gros, en utilisant les mêmes codes du copywriting et donc du coup, les mêmes codes d'écriture pour réussir à convaincre une personne de contacter, bah, que tu le fasses pour trouver un job ou que tu le fasses pour trouver un prospect, c'est grosso modo la même chose. D'accord. Oui, donc il y a une logique. Oui, donc c'est même pas la même façon de concevoir le contenu en fait. C'est ça, ouais. Ok. C'est vraiment dans ces optiques de je crée un profil, c'est pas juste pour dire voilà, j'ai fait telle ou telle mission, j'ai tel parcours. C'est qu'est-ce que le visiteur a y gagné en visitant mon profil Hmm. et qu'est-ce qu'il a y gagné en me contactant. Intéressant, d'accord. Voilà. Ah bah, très intéressant. Alors maintenant, on va passer à un autre profil. Ok. Curieux d'avoir ton avis sur celui-ci. Alors je vais écorcher son prénom, Jaylan. Jaylan. Ok, Jaylan. Alors Jaylan, déjà, on est sur un autre niveau là d'optimisation de profil. Déjà la bannière, hyper claire. Donc on voit très bien IT Management Institute, la connexion entre vos ambitions et votre réussite. Donc grosso modo, on sait dans quel univers il gravite. Et après, il a la petite note d'humour IMI pour les intimes. Ok, pourquoi pas. Executive Solutions, et on voit ensuite, il y a des mots-clés, formation, VE, bilan de compétences, recrutement, création d'entreprise, etc. La bannière, graphiquement, elle est hyper intéressante. Ok. C'est-à-dire, il y a un bon contraste. L'écriture du titre est un peu plus à droite, ce qui est intéressant parce que quand on est sur mobile, si on a l'écriture du texte qui est entièrement sur la bannière, bah, la photo va tronquer le texte de la bannière. D'accord. Donc c'est bien de l'avoir sur la droite. La petite flèche sur la cloche qui indique d'aller s'abonner. Donc en gros, il y a tous les éléments qui sont vraiment hyper intéressants pour une bannière LinkedIn. Et la seule chose que je lui reproche, c'est que c'est toujours pas assez clair Au niveau du contenu? au niveau du texte. Au niveau du texte? IT Management Institute, la connexion entre vos ambitions et votre réussite. Ça te dit quoi? Oui, d'accord. Et plus simple, plus Moi, ça, concret, quoi. c'est un slogan, c'est intéressant, ça peut être le slogan de sa boîte, mais typiquement, moi, ça me dit pas en quoi il peut m'aider. Ok. Alors oui, il y a marqué formation, VE, bilan de compétences, recrutement, création d'entreprise, mais c'est comme si moi, je voyais charcutier, boucher, boulanger. Ah, il n'y a pas de valeur ajoutée, Bah, d'acte de différenciation, tu veux dire? C'est-à-dire, c'est en quoi il va m'aider concrètement, Ok. en fait. Euh, et c'est là que je le vois dans son titre, là qui est beaucoup plus intéressant quand il dit « Je forme aux nouvelles technologies avec de nouvelles technologies ». Ah non, en fait, c'est pas super clair. Ok, d'accord. Je forme aux nouvelles technologies avec des nouvelles technologies. Ok. C'est comme s'il disait « Je forme à l'IA avec l'IA », quoi. Ouais. Ouais, non, ça reste pas clair quand même. Ok. Donc en gros, voilà, l'idée, ça serait vraiment de retravailler sa bannière pour que ça soit un peu plus explicite. Ok. Et pareil, retravailler son titre. Quand il met entrepreneur et conférencier neuromarketing, ok, ça c'est ultra clair. On sait qu'est-ce qu'il fait. Et typiquement, si une personne sur LinkedIn tape dans la barre de recherche, un peu comme sur Google, neuromarketing, les mots-clés, du Mhm. coup, potentiellement, il a des chances d'apprendre un résultat. Après, derrière, il a il a mis en avant une proposition de valeur. Donc, il a pitché une phrase « Je forme aux nouvelles technologies avec des nouvelles technologies ». C'est pas assez clair.
Ok. Si tu as une personne qui arrive à une conférence, un événement, qui dit « Bonjour, moi c'est Jaylan, je forme aux nouvelles technologies avec les nouvelles technologies. Ouais. » Je pense que tu as le cerveau qui bug. Et c'est plus une baseline finalement qu'un. Ouais, et puis surtout, c'est pas assez clair, c'est pas assez concret, c'est trop abstrait. Donc il y a une logique de référencement quand même de ce que je comprends. Il y a ça aussi, donc en gros, quand tu optimises ton type de profil, tu vas la réfléchir en fait sous deux stratégies. Ok. La première, c'est est-ce que j'optimise mon profil en vue d'être trouvé par des inconnus? Ok. Et donc du coup, ça va être plus intéressant de mettre des mots-clés en début de titre, parce que c'est ça qui va prioriser justement le fait d'être beaucoup plus visible pardon, sur les résultats de recherche. Ok. Soit tu es dans une optique de stratégie d'inbound marketing, et là, tu as vraiment plus envie de créer du contenu et d'être reconnu et de construire ton image de marque personnelle. Et là, tu cherches en fait à construire une communauté, construire une audience, etc. D'accord. Donc nécessairement, c'est le plus intéressant de pitcher en fait ce que tu fais en début de ton titre de profil. Comme moi, par exemple, j'ai mis je coach et j'écris les posts LinkedIn des dirigeants. Ok. C'est ultra Ok, clair, je on comprends. sait ce que je fais. Et surtout, lorsque je vais publier sur LinkedIn ou laisser un commentaire, on va tout de suite voir ce que je fais en fait. Et pourquoi tu. Et ça va tu attirer la partages ce contenu, curiosité. quoi. Voilà. Donc les D'accord. gens, en fait, quand ils vont arriver sur mon profil, ils sauront déjà ce que je fais. Et moi, j'essaye pas de convaincre des personnes qui ne me connaissent pas. En faisant des recherches de profil, j'essaie de convaincre des personnes qui ont déjà été convaincues par mes écrits. Hmm. Donc, du coup, en fait, l'intention va pas être la même. Donc moi, je préfère optimiser mon titre de profil pour que justement, je capte l'attention et que ça soit ultra clair dès les premiers mots. D'accord. Donc la stratégie elle va dépendre de l'objectif et de pourquoi on est sur LinkedIn. Est-ce qu'on est là pour du réseautage? Est-ce qu'on est là pour de la prospection client? Ou est-ce qu'on est là pour développer une marque, une image de marque? Et là du coup, le titre de profil ne va pas être construit de la même manière. D'accord. Donc À il faut mon déjà sens. réfléchir à ses objectifs finalement Ouais. avant de. Ouais, clairement, et à qui on s'adresse. Merci beaucoup Christopher. Avec plaisir. On a appris beaucoup de choses. Je vais laisser la parole à Emma. Hein, Ouais, puis, très bien. Merci beaucoup. Et avec plaisir. À bientôt. bientôt. Ouais, salut. Eh ben, merci à toi, Christopher. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver. Déjà, si on a besoin de tes services, comment est-ce qu'on peut te contacter? Le plus simple, c'est de me contacter sur LinkedIn. Donc, juste tapez Christopher Piton et vous verrez un chauve dans un rond jaune. Donc là, c'est mon brand. Et, sinon, vous pouvez très bien soit aller sur les sites en ligne ou directement sur les librairies pour vous procurer mon livre À la conquête de LinkedIn, publié aux éditions Erol. Et à partir de là, vous aurez tous les liens, tous les accès pour pouvoir vous connecter à moi. Et si vous voulez vraiment aller plus loin et creuser les sujets de la création de contenu et de la monétisation de contenu, ça se passe sur ma newsletter qui est sur mon site internet christopherpiton.com. Eh bien, génial. Nous, en tout cas, on va s'empresser d'aller regarder tout ça. Et donc, encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui donc pour notre premier podcast. Et merci. Je ne sais pas comment conclure. Bisous. Et bisous. Et merci à toi, c'était super chouette et on se retrouve très bientôt. Ouais, merci. Salut. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à retrouver tous nos podcasts sur toutes les plateformes de podcast et également sur YouTube. Si vous voulez, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche et à en parler autour de vous.